Ma mère m'a mise à la porte à 17 ans pour élever ses nouveaux enfants. Maintenant que je suis riche, elle exige que je prenne mes responsabilités. Je lui ai dit qui avait payé mon abonnement de bus et mes manuels scolaires, ce n'était pas elle. Puis j'ai fermé la porte. Je n'aurais jamais imaginé que mes propres parents me sortiraient de leur vie avec une feuille de calcul, et pourtant, me voilà debout dans notre salon, regardant le doigt de mon beau-père tapoter les colonnes de chiffres imprimés. Maman planait à côté de lui, les yeux fixés sur la moquette couleur crème, les épaules rentrées comme un point d'interrogation. La voix de Sophie Girard a tranché le silence, « Assieds-toi ». Mon estomac s'est noué alors que je m'asseyais sur le bord du canapé, les ressorts ont grincé sous moi, anormalement bruyant dans la pièce silencieuse. À travers la fenêtre, je pouvais voir les arroseurs des voisins tournoyer, les gouttelettes d'eau attrapant le soleil de l'après-midi. Nous devons discuter de certaines réalités financières. Bruno a remué les papiers avec ses doigts épais, l'alliance brillant sous la lumière du plafonnier. Ta mère et moi avons fait les comptes. Les comptes, comme si j'étais une équation à résoudre. La main de maman tremblait légèrement alors qu'elle glissait une mèche de cheveux derrière son oreille. Pourtant, elle ne voulait pas me regarder. Que se passe-t-il, ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne le voulais. Bruno s'est éclairci la gorge, les yeux parcourant les chiffres comme s'il cherchait du courage dans les colonnes. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre 3 enfants. Les jumeaux ont besoin de plus. Les mots sont restés en suspens, simples et dévastateurs. Quoi? La question s'est échappée, à peine plus fort qu'un murmure. L'école maternelle privée pour 2 enfants n'est pas bon marché, continua Bruno, son ton plat, comme s'il discutait d'une facture de téléphone. Ensuite, il y a les cours de natation, l'orthophonie pour le retard de langage de Clément. J'ai regardé maman, attendant qu'elle intervienne, qu'elle dise que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Au lieu de cela, elle a hoché la tête, un mouvement court et sec. C'est pour le mieux, dit-elle, rencontrant enfin mes yeux. Pas de larmes, pas d'hésitation, juste une acceptation pratique. Le sang a quitté mon visage si rapidement que je me suis senti étourdi. Vous vous débarrassez de moi. La mâchoire de Bruno s'est crispée. Ne sois pas dramatique. Nous avons pris des dispositions pour que tu restes chez tes grands-parents. Pris des dispositions. Le mot avait un goût amer. Pour combien de temps? Un regard s'est échangé entre eux, rapide mais sans équivoque. Ce n'était pas temporaire. Ils ont cet appartement au-dessus de leur garage, dit maman, sa voix étrangement légère. Tu l'as toujours aimé là-bas. Je l'ai regardé fixement, cette femme qui m'avait tenu pendant les fièvres de l'enfance, qui avait tressé mes cheveux pour les photos de l'école primaire, qui discutait maintenant de mon renvoi de la famille comme si elle réorganisait des meubles. Quand? La question m'a écorché la gorge. Ce week-end serait le mieux, répondit Bruno, pliant les papiers avec des plis décisifs. Nous en avons déjà discuté avec Raymond et Dorothée. Mes grands-parents le savaient avant moi. L'humiliation brûlait vivement contre ma peau. Je me suis levé, les jambes instables sous moi. Et si je dis non? Le visage de maman s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Tu as 17 ans, Sophie. Ce n'est pas une négociation. 17 ans. Assez vieille pour être jetée, trop jeune pour refuser. J'ai marché jusqu'à ma chambre dans un brouillard, passant devant la chambre des jumeaux où Clément et Léa, âgés de 4 ans, jouaient avec des cubes sur leur tapis bleu assorti. Léa a levé les yeux, son visage ressemblant tellement à celui de maman, se fendant d'un sourire. Sophie, regarde, j'ai fait un château. J'ai forcé mes lèvres à se courber. C'est magnifique. Il ne comprenait pas. Comment le pourrait-il? C'étaient juste de petits enfants qui coûtaient plus cher que moi. Dans ma chambre, j'ai sorti mes sacs de voyage de sous le lit et j'ai commencé à les remplir mécaniquement, vêtements, livres, l'album photo qui se terminait à la naissance des jumeaux, le prix de mathématiques que personne n'était venu me voir recevoir à la cérémonie. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine. N'oublie pas ton manteau d'hiver. Il y a des courants d'air dans cet appartement. Comme si la température était ma plus grande préoccupation. Papa est au courant, ai-je demandé, faisant référence à mon père biologique qui vivait à Bordeaux avec sa nouvelle famille. Je lui ai laissé un message, haussa-t-elle les épaules. Tu sais comment il est. Je le savais. Peu fiable, absent. Mais au moins, il ne m'avait jamais assise avec une feuille de calcul pour m'expliquer pourquoi je ne valais pas la peine d'être gardé. Les jumeaux sont entrés en errant,
les yeux écarquillés à la vue de mes sacs. Tu pars en voyage, demanda Clément, son élocution légèrement pâteuse à cause du retard que Bruno avait mentionné. Quelque chose comme ça, répondis-je, incapable de regarder leurs visages innocents. Maman les a fait sortir. Allez jouer dans votre chambre. Sophie est occupée. Pas d'explication, pas de rituel d'adieu. Juste, occupée. J'ai fermé les sacs de voyage et les ai jetés sur mes épaules. Le poids tirait sur mes muscles alors que je passais devant mes parents dans le salon. Personne ne s'est proposé de me conduire. 3 kilomètres, ce n'est pas loin, avait mentionné Bruno plus tôt. Bon exercice. À la porte, j'ai marqué une pause, attendant quelque chose, des larmes, des regrets, un changement d'avis. Ton grand-père t'attendra, dit simplement maman. Je suis sorti dans l'après-midi printanier, la porte claquant derrière moi. À chaque pas dans l'allée, les sacs devenaient plus lourds, non pas à cause de leur contenu, mais à cause de la connaissance qu'ils transportaient. J'avais été soustraite de l'équation, calculée hors de l'existence. Et ma propre mère avait vérifié les comptes. 3 jours plus tard, le formulaire d'inscription au lycée a voltigé de mon sac à dos comme un oiseau aux ailes brisées, atterrissant sur le parquet poli de grand-mère Dorothée. J'ai fixé le papier jaune, ma vision se rétrécissant autour des mots, changement d'adresse rempli de l'écriture familière de maman. Le cachet de la date dans le coin indiquait le 3 avril. Cette semaine avant l'embuscade de la feuille de calcul du salon. Qu'est-ce que c'est, ma chérie, demanda grand-mère, posant une tasse de thé à côté de mes manuels scolaires. Mes doigts tremblaient alors que je soulevais le formulaire. Ma mère savait. Elle a planifié ça. Grand-mère a regardé à travers ses lunettes de lecture, ses lèvres s'amincissant en une ligne serrée. Oh, Sophie. Pas de pitié dans sa voix. Quelque chose de plus dur. De la colère. J'ai tracé la signature en bas, Mélanie Dubois. Pas même un instant d'hésitation dans ses coups de plume. Elle a rempli ça il y a presque 2 mois. Ma voix semblait étrange, creuse, mais tranchante comme un rasoir. Elle savait qu'il se débarrassait de moi alors que je lavais encore la vaisselle du dîner des jumeaux. Les jointures de grand-mère blanchirent autour de sa tasse de café. Laisse-moi voir ça. Je le lui ai passé, puis je me suis enfoncé dans le canapé en cuir usé de l'appartement au-dessus de leur garage. 3 jours depuis mon exil, et l'espace semblait toujours temporaire, comme une chambre de Formule 1 plutôt qu'un foyer. De la cuisine, j'ai entendu la voix de grand-mère s'élever, aiguë et claire. Elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Comment as-tu pu faire ça à ta propre fille, Mélanie? Quelle sorte de mère calcule la valeur de son enfant comme une liste de courses? Silence alors que maman répondait. Puis la voix de grand-mère à nouveau, l'acier sous l'accent du sud-ouest. Non, non, écoute-moi bien. Cette fille n'a fait qu'essayer de vous plaire à tous les deux, et vous la traitez comme si elle était jetable. Une autre pause. Le réfrigérateur bourdonnait. La pluie tambourinait contre les fenêtres. N'ose pas mêler Dieu à ça. Le Seigneur n'enseigne pas aux parents à abandonner leurs enfants quand une meilleure option se présente. La conversation s'est terminée par le claquement du combiné contre le socle. J'ai fait semblant d'étudier mes devoirs de mathématiques quand grand-mère est revenue, les joues rouges de colère. Ta mère t'envoie son amour, dit-elle sèchement. Le rire qui m'a échappé ne ressemblait en rien à de l'humour. J'en suis sûr. La sonnette a retenti en bas quelques minutes plus tard. Tante Danielle est apparue en haut des escaliers, les bras chargés de sacs d'épicerie. La sœur cadette de maman ne lui ressemblait en rien, cheveux noirs là où ceux de maman étaient blonds, yeux marron chauds au lieu de bleu froid. J'ai apporté des provisions, annonça-t-elle en laissant tomber les sacs sur le comptoir. Grand-mère dit que tu aimes ces biscuits au chocolat et aux noisettes. Tu n'étais pas obligé. Je voulais. Daniel a déballé les courses avec des mouvements rapides et efficaces. D'ailleurs, quelqu'un devrait penser à ce dont tu as besoin. La comparaison tacite flottait dans l'air entre nous. As-tu parlé à maman, ai-je demandé, détestant la note d'espoir dans ma voix. La main de Daniel s'immobilisa sur une brique de jus d'orange. Oui. Ça ne s'est pas bien passé. Qu'a-t-elle dit? Elle soupira, s'appuyant contre le comptoir. Rien qui ait du sens. Quelque chose à propos des priorités financières et de ce qui est le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde, sauf moi. C'est exactement ce que je lui ai dit. Les yeux de Daniel brillèrent. Je lui ai demandé, que arrivera-t-il quand les jumeaux auront des passe-temps coûteux ou auront besoin d'un appareil dentaire?
Auront-ils aussi droit à des réunions avec des feuilles de calcul? Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Mon cœur a bondi, traîtreusement, jusqu'à ce que je lise les mots « Nous avons décidé qu'il valait mieux que tu ne reviennes pas pendant un certain temps ». Les jumeaux sont confus. Pas de « je t'aime », pas de « je suis désolé ». Juste une autre excision nette. J'ai besoin de mon manuel de chimie, dis-je, la voix tendue, et de mon manteau d'hiver. Il est toujours dans mon placard. Daniel hocha la tête. Je te conduirai demain après l'école. Mais demain est arrivé avec un autre SMS, celui-ci de Bruno, Mélanie n'est pas à l'aise à l'idée que tu viennes. Je mettrai tes affaires restantes dans une boîte sur le porche. Daniel a lu le message par-dessus mon épaule dans le parking de l'école, son visage s'assombrissant. Il ne peut pas être sérieux. C'est bon, dis-je automatiquement, bien que rien de tout cela ne soit bon. Je dois m'arrêter au café du coin de toute façon. J'ai un entretien. Ses sourcils se haussèrent. Un entretien? Sophie, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. La certitude dans ma voix m'a surprise moi-même. J'ai besoin de mon propre argent. L'entretien a duré 10 minutes. Le lendemain, la gérante, une femme à l'air fatiguée nommée Vera aux cheveux teints en rouge, a jeté un coup d'œil à mon relevé de notes parfait et à mon assiduité irréprochable. Quand pouvez-vous commencer? Demain, après l'école. Service de 17h à 23h. D'accord. J'ai calculé rapidement, retour à la maison à 23h30, devoir jusqu'à 2h du matin, lever à 6h30 pour l'école. Parfait. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit, comptant l'argent dans mon portefeuille, 25 €. Pas assez pour la calculatrice graphique d'occasion dont j'avais besoin pour les mathématiques. Pas assez pour l'abonnement de bus du mois prochain. Certainement pas assez pour le billet du bal de fin d'année que Mélissa n'arrêtait pas de mentionner. Un coup à ma porte. Grand-père Raymond est entré, sa grande silhouette légèrement voûtée. Il tendit une enveloppe. C'était censé être pour ta remise du bac. Mais les plans ont changé. À l'intérieur se trouvaient 250 € en billets de 20 impeccables. Grand-père, je ne peux pas. Tu peux, et tu le feras. Sa voix s'est brisée. Pas de discussion. Ta grand-mère et moi en avons discuté. Nous ne sommes pas riches, mais nous ne te laisserons pas te débattre seul. La gentillesse a failli me briser, là où la cruauté n'avait pas réussi. Plus tard, seul dans mon lit, mon téléphone s'est allumé avec un email de brochure universitaire, Université d'Aix-Marseille. Plein d'étudiants souriants qui avaient probablement des parents qui les voulaient. J'ai tapé un SMS prudent à maman, besoin de ton aide pour les formulaires de prêt étudiant. Les inscriptions Parcoursup arrivent bientôt à échéance. Le téléphone est resté silencieux pendant 6 heures. Je l'ai gardé à côté de moi pendant le dîner, les devoirs, ma douche. À 23h23, il a finalement vibré. Désolé, nous nous concentrons sur l'avenir des jumeaux. Le téléphone m'a glissé des doigts, tombant bruyamment sur le sol alors que je glissais le long du mur. Pour la première fois depuis la réunion de la feuille de calcul, des larmes chaudes ont coulé sur mes joues. Silencieuses au début, puis se transformant en sanglots laids et déchirants qui m'ont ravagé la poitrine. J'avais été remplacé, effacé, rayé du grand livre familial d'un coup de plume. Et maintenant, il ne voulait même pas m'aider à construire mon propre avenir. À ce moment-là, recroquevillé sur le sol de l'appartement du garage de mes grands-parents, je me suis fait une promesse, je ne dépendrai plus jamais de gens qui me voyaient comme une ligne budgétaire pouvant être supprimée de leur budget. Je deviendrai quelqu'un que personne ne pourrait se permettre de perdre. Le lendemain, le stylo de tante Daniel planait au-dessus des documents de prêt étudiant. Ses lunettes de lecture glissèrent sur son nez alors qu'elle étudiait les petits caractères. Tu ne devrais pas avoir à faire ça seule, dit-elle, signant son nom avec panache avant que je puisse protester. La cosignature ressemblait à de l'oxygène après des semaines de noyade. 24 heures s'étaient écoulées entre mon SMS à maman et sa réponse brutale, « Désolé, nous nous concentrons sur l'avenir des jumeaux ». Je m'étais effondré sur le sol de la cuisine cette nuit-là, laissant enfin couler les larmes que j'avais retenues depuis que j'avais quitté la maison de mon enfance avec des sacs de voyage sur les épaules. Maintenant, 4 mois plus tard, je me tenais dans la plus petite chambre d'étudiant de l'université d'Aix-Marseille, suspendant mes 3 uniformes de travail. Emploi sur le campus de 8h à midi, nettoyage de cabinet médical de 17h à 21h, livraison de livreaux le week-end intercalé entre les sessions d'études.
L'horaire militaire laissait exactement 4 heures pour dormir. Tu vas t'épuiser à force, commenta ma colocataire Sarah, me regardant organiser mon bureau avec des manuels empruntés à la bibliothèque universitaire. Mieux vaut ça que de devoir quelque chose à des gens qui m'ont jeté. Mon réveil sonna à 5 heures du matin. À 5h15, je traversais le campus en traînant les pieds, avec le café de la veille réchauffé dans un thermos. Le professeur de gestion de la chaîne d'approvisionnement, le docteur Torres, m'a remarqué la première semaine. « Mademoiselle Girard, vous avez l'air épuisée. » Il s'appuya contre son bureau après le cours. « Vous comprenez la matière mieux que les étudiants qui dorment 8 heures. Le sommeil est un luxe, professeur. Le talent aussi. » Il fit glisser un papier sur son bureau. Opportunité de stage. Normalement pour les étudiants de dernière année, mais je vous recommande. Le papier tremblait dans mes mains. Pourquoi moi? Parce que quiconque travaille 3 emplois tout en maintenant une moyenne de 15/20 comprend ce que signifie réellement la gestion. Une semaine plus tard, j'ai obtenu le stage, battant des étudiants dont les parents payaient leur loyer, achetaient leurs manuels, appelaient les professeurs pour se plaindre des notes. Des étudiants qui n'avaient jamais appris les mathématiques brutales de la survie. C'est ainsi que 2 années se sont écoulées. Un mardi matin, pendant ma 2e année, je suis entré chez Carrefour pour des nouilles instantanées et du beurre de cacahuète, les calories les moins chères à l'euro. J'ai contourné le rayon des céréales et je me suis arrêté net. Maman se tenait là, rangeant des boîtes sur l'étagère, dans son gilet bleu d'employé. Les jumeaux s'agitaient à côté d'elle. Aucun ne m'a reconnu. Mon cœur martelait contre mes côtes. 2 ans de distance se sont réduits à néant en un instant. Elle a levé les yeux, son visage figé par le choc. Sophie? Les jumeaux ont regardé entre nous, confus. Clément avait grandi, son trouble de la parole apparemment corrigé. Les cheveux de Léa tombaient dans le même style que maman m'avait toujours fait. C'est qui, ça? Demanda Léa en tirant sur la manche de maman. Les doigts de maman se resserrèrent autour d'une boîte de choc à pic. C'est quelqu'un que je connaissais autrefois. Le rejet brûlait comme de l'acide. 2 ans à travailler jusqu'à ce que mes mains saignent, à m'endormir sur des manuels, à étirer 20 € sur une semaine de repas, réduit à quelqu'un que je connaissais autrefois. Un calme s'est installé en moi, surprenant par sa clarté. Non, dis-je, ma voix ferme. Je suis ta fille. Celle que tu as décidé de ne pas garder. D'autres clients se sont retournés. Une femme avec un caddie s'est arrêtée, les sourcils levés. Le visage de maman est devenu cramoisi. Sophie, s'il te plaît, murmura-t-elle, pas ici. Ou alors? Ma chambre d'étudiant où je dors 4 heures par nuit? Le cabinet médical où je nettoie les toilettes? Le restaurant où je débarrasse les tables jusqu'à minuit? Les jumeaux regardaient, les yeux écarquillés. La reconnaissance se lisait sur le visage de Clément. Des histoires qu'ils devaient avoir entendues, des mensonges qu'on leur avait racontés. Tu nous as quittés, dit-il, incertain. C'est ce qu'ils t'ont dit? J'ai regardé directement maman. Leur as-tu montré la feuille de calcul où tu m'as calculé hors du budget familial? Maman a attrapé les mains des jumeaux. Nous devons y aller. Je me suis écarté, soudain consciente du gérant du magasin qui s'approchait. Ne vous inquiétez pas, je pars. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit d'étudiant, tremblante. Non pas de tristesse, mais d'une étrange puissance électrique. J'avais dit la vérité à voix haute pour la première fois, nommé la trahison pour ce qu'elle était. Lors de la remise des diplômes, 2 ans plus tard, grand-père Raymond et tante Danielle ont applaudi si fort quand ils ont appelé mon nom que j'ai rougi en traversant la scène. Mon master de gestion de la chaîne d'approvisionnement, obtenu avec mention, semblait plus lourd que son poids de papier. Maman et Bruno n'ont rien envoyé. Pas une carte, pas un SMS. Leur absence était désormais une forme familière dans ma vie. J'ai attaqué ma carrière avec la même intensité méthodique que j'avais appliquée à mes études. Chaque promotion, une étape stratégique. Chaque évaluation de performance, une chance de garantir mon indépendance. À 31 ans, l'appel du siège est arrivé. Directrice régionale des opérations, annonça mon patron. Salaire de départ, 110 000 €. Plus que ce que Bruno n'avait jamais gagné. Ce week-end-là, au barbecue de grand-père Raymond, tante Danielle n'a pas pu se contenir. Sophie vient d'être à nouveau promue, annonça-t-elle en passant la salade de pommes de terre au cousin Jeff.
Directrice régionale maintenant. Une cousine éloignée a haussé les sourcils. Je ne savais pas que la fille de Mélanie réussissait si bien. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un SMS d'un numéro que j'avais supprimé mais jamais oublié. Ça fait longtemps. On devrait se rattraper. J'ai fixé le message, mon doigt planant au-dessus de l'écran. Le calcul était simple, 14 ans de silence rompu seulement lorsque la nouvelle de mon succès lui était parvenue aux oreilles. Certaines équations se résolvaient d'elles-mêmes. Dimanche, la sonnette a retenti dans mon après-midi tranquille comme une alarme importune. J'ai posé ma tasse de café et j'ai traversé le parquet de mon appartement de la Défense, m'attendant à ce que les enfants des voisins vendent à nouveau des biscuits pour une collecte de fonds. Au lieu de cela, ma mère et Bruno se tenaient sur mon paillasson, comme des apparitions d'une autre vie. Sophie? La voix de maman vacilla, ses yeux parcourant mon visage jusqu'à l'intérieur de ma maison. Tu as l'air bien. Bruno n'a pas attendu d'invitation. Il est passé devant moi, ses larges épaules frôlant les miennes alors qu'il entrait dans mon salon. Ses yeux ont balayé mes meubles, le canapé d'angle en cuir, l'art abstrait sur les murs, les baies vitrées donnant sur les collines environnantes. Bel endroit, dit-il, les mains dans les poches, en évaluant ma vie. Très agréable. Je suis resté près de la porte ouverte, une main sur la poignée. Que faites-vous ici? Maman planait sur le seuil, serrant son sac à main avec des jointures blanches avant de suivre Bruno à l'intérieur. Nous avons essayé de te joindre, dit-elle, bien que mon téléphone n'ait jamais sonné avec leur numéro. Comment avez-vous trouvé mon adresse? Demandai-je en fermant la porte, malgré chaque instinct criant de la laisser ouverte. Ta tante Danielle a mentionné ta promotion au barbecue familial. Bruno s'est affalé sur mon canapé sans demander. Directrice régionale des opérations. Impressionnant. Les coussins s'affaissèrent sous lui, tout comme notre famille s'était affaissée sous ses calculs financiers 17 ans plus tôt. Tu as bien réussi, ajouta maman, se perchant sur le bord d'un fauteuil, le dos raide. Elle avait vieilli. Des rides plus profondes autour de sa bouche, de l'argent parsemant ses cheveux autrefois couleur miel. Ses vêtements flottaient sur sa silhouette, une taille plus petite que celle qu'elle portait autrefois. Je suis resté debout. Que voulez-vous? Un regard s'est échangé entre eux, la même communication silencieuse dont j'avais été témoin le jour où il m'avait informé que je n'étais plus abordable. Bruno s'est éclairci la gorge. Les jumeaux entrent à l'université l'automne prochain, dit-il en s'installant plus profondément dans mon canapé. Université de Rennes pour Léa, école polytechnique pour Clément. Félicitations. Le mot avait le goût de pièce de cuivre. Les frais de scolarité ont considérablement augmenté, continua Bruno, son ton revenant à la voix familière de la feuille de calcul. Nous pensions que maintenant que tu es établi, tu pourrais aider. La demande flottait dans l'air, stupéfiante par son audace. Aider, répétai-je. Maman hocha la tête, se penchant en avant. Je t'ai élevé pendant 13 ans, Sophie. Ne fais pas comme si tu ne nous devais rien. Le sang me monta au visage, chaud et pulsant. 13 ans. Puis vous m'avez calculé hors de votre budget quand je suis devenue gênante. Ce n'est pas juste, protesta maman, les yeux baissés sur ses genoux. Nous avons fait ce que nous devions faire. Pour les jumeaux, finis-je pour elle. Oui, dit Bruno, sans s'excuser. Et maintenant, ils ont besoin de ton aide. C'est ce que fait la famille. J'ai failli rire. La famille ne jette pas les gens comme des ordures pour ensuite se présenter quand ils sentent l'argent. Le visage de Bruno se durcit. Tu es dramatique. Nous avons subvenu à tes besoins. Mes grands-parents ont subvenu à mes besoins. Tante Danielle a subvenu à mes besoins. Ma voix resta ferme, même si mes mains tremblaient. J'ai subvenu à mes propres besoins, travaillant des quarts triples pour payer mes études universitaires pendant que vous emmeniez les jumeaux à Disneyland Paris. Les yeux de maman s'écarquillèrent. Comment as-tu? Facebook existe, maman. Tout comme les cousins qui parlent. Bruno se leva, sa taille destinée à intimider. Écoute, nous ne demandons pas la charité. Il s'agit d'obligations familiales. De devoir moral. Devoir moral, fis-je écho en me dirigeant vers la porte. Je crois avoir rempli le mien en ne vous faisant pas arrêter pour abandon d'enfant. Je vous demande de partir. Le visage de Bruno devint cramoisi. Nous avons le droit d'être entendus. Non, vous ne l'avez pas, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Pas chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Demanda maman,
soudainement alerte. J'appelle la police. J'ai composé les numéros délibérément, observant leur visage. Tu ne ferais pas ça, lança Bruno, provocateur. J'ai soutenu son regard alors que la répartitrice répondait. Ici Sophie Girard, au 842 rue Bellevue. J'ai 2 visiteurs importuns qui refusent de quitter ma propriété. Bruno s'est précipité sur le téléphone. J'ai reculé, continuant ma conversation avec la répartitrice. Maman a commencé à pleurer, ses larmes familières qui n'avaient jamais coulé lorsqu'elle m'avait renvoyé avec des sacs de voyage et sans au revoir. Les agents sont en route, dis-je après avoir mis fin à l'appel. Vous avez environ 4 minutes pour partir volontairement. Tu appellerais la police pour ta propre mère? La voix de maman s'est brisée. Je l'ai regardée, vraiment regardée. La femme qui avait tressé mes cheveux et pansé mes genoux, qui avait aussi rangé mes photos d'enfance pour faire de la place au cadre plus grand des jumeaux. Ma mère m'a quitté quand j'avais 17 ans, dis-je doucement. Vous êtes juste quelqu'un qui partage mon ADN. Des gyrophares bleus ont traversé mes fenêtres 6 minutes plus tard. Alors que les agents escortaient Bruno et Mélanie hors de ma propriété, Bruno argumentait sur la juridiction et les droits de propriété, tandis que maman pleurait dans ses mains. L'agent a pris ma déclaration avec une efficacité professionnelle, ses yeux se posant occasionnellement sur les photos de famille sur ma cheminée, dont aucune n'incluait Bruno ou Mélanie. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait, j'ai fermé ma porte et engagé le peine dormant. Demain, j'irai au tribunal de grande instance pour demander une mesure d'éloignement, pour officialiser ce que je savais depuis 17 ans, ces gens n'étaient pas ma famille. La famille ne calcule pas votre valeur sur une feuille de calcul. Une semaine plus tard, le téléphone vibra contre la table basse en verre. Numéro inconnu. Sophie faillit le refuser. Encore un argumentaire de vente sur les garanties prolongées ou les investissements immobiliers. Son pouce plana au-dessus du bouton rouge quand la curiosité la poussa. Elle répondit sans parler. Allô? Est-ce bien Sophie Girard? La voix d'un jeune homme, inconnu, pourtant quelque chose dans le timbre heurta une corde oubliée. Qui demande? Ces mots sortirent secs, professionnels. C'est Clément. Le nom resta en suspens dans le silence. Clément André. Votre demi-frère. La main de Sophie se resserra autour du téléphone. Le salon parut soudain manquer d'air. Si c'est une sorte de coup monté de Mélanie. Ce n'est pas le cas, je le jure. Sa voix se brisa légèrement. Elle ne sait pas que j'appelle. Ni Bruno. Sophie se dirigea vers sa fenêtre, scrutant la rue en contrebas comme si elle s'attendait à les voir rôder près des lilas bordant son allée. Comment as-tu eu mon numéro? Tante Danielle. Elle ne voulait pas me le donner au début. Un rire nerveux. J'ai dû la convaincre que je n'étais pas un espion. Sophie ferma les yeux. Elle pouvait imaginer l'expression sceptique de Daniel, les bras croisés, interrogeant ce jeune homme dont elle se souvenait à peine comme d'un bambin. Prouve que tu es Clément, exigea Sophie. Quoi? Dis-moi quelque chose que seul mon demi-frère saurait. La pause s'éternisa assez longtemps pour que Sophie manque de raccrocher. Tu nous lisais des histoires, dit-il enfin. Quand j'avais 4 ans, juste avant que tu partes. Tu faisais des voix différentes pour les personnages de ce livre sur le crayon magique. Et tu me laissais tenir une lampe de poche sous la couverture quand maman et Bruno pensaient que nous dormions. Le souvenir la frappa comme un coup physique. Harold et le crayon violet. Les jumeaux blottis de chaque côté d'elle, petits et chauds, inconscients des calculs d'adultes qui se déroulaient dans l'autre pièce. Pourquoi m'appelles-tu, après tout ce temps? Sa voix se raffermit. 14 ans de silence méritaient une explication. J'ai trouvé de vieux papiers dans le grenier. Des trucs financiers. La voix de Clément se durcit. Ils t'ont calculé hors de leur budget, Sophie. Comme si tu n'étais qu'une autre facture qu'ils pouvaient annuler. Quelque chose de froid lui parcourut l'échine. L'entendre énoncé si clairement par quelqu'un d'autre le rendait réel d'une manière que ses propres souvenirs ne pouvaient pas. Je sais ce qu'ils ont fait, dit-elle. Ils nous ont dit que tu étais parti parce que tu ne voulais pas de famille. L'amertume dans sa voix la surprit. Que tu avais choisi l'université plutôt que nous. Je n'y ai jamais vraiment cru, mais j'étais juste un enfant. Sophie s'enfonça dans son fauteuil, la gorge nouée. Et maintenant? Maintenant, j'ai 18 ans et je suis furieux. Un tiroir claqua en arrière-plan. Ils nous ont menti toute notre vie.
Sophie regarda la photo encadrée sur son étagère, grand-père Raymond et tante Danielle à sa remise de diplôme universitaire, rayonnant de fierté. « As-tu dit à Léa ?» demanda-t-elle. « Ouais. » Elle était en colère au début. « Pas contre toi. » Puis curieuse. « Nous t'avons cherché en ligne. Ton profil LinkedIn. Cet article quand tu es devenue directrice régionale des opérations. » Son masque professionnel, soigné et parfait. Rien là ne révélait la fille qui avait marché 3 kilomètres avec des sacs de voyage, qui dormait 4 heures par nuit entre les emplois et les cours. « J'aimerais te rencontrer, » dit Clément dans son silence. « Si tu veux. »« Je comprendrai si tu ne veux pas », les jointures de Sophie blanchirent autour du téléphone. Les barrières prudentes qu'elle avait construites, la distance de sécurité par rapport à tout ce qui était lié à Mélanie et Bruno, rencontrer Clément les percerait toutes. Quand ? Le mot s'échappa avant qu'elle ne puisse reconsidérer. N'importe quand. J'ai une voiture maintenant. Je peux venir te voir. Ils convinrent de se rencontrer dans un café à mi-chemin entre leurs maisons. Territoire neutre. 3 jours plus tard, Sophie arriva avec 20 minutes d'avance, s'installant à une table d'angle, le dos au mur. Une issue de secours tracée. La cloche au-dessus de la porte tinta, et elle sut immédiatement. La même mèche rebelle à la couronne qu'elle partageait avec son père biologique. Des yeux plus verts que ses noisettes, mais avec des mouchetures d'or identiques. Il balaya la pièce du regard, la repéra et se figea. Pendant un souffle, Sophie se vit à 17 ans, seule, abandonnée, terrifiée par ce qui allait suivre. Puis Clément sourit, franc et sincère, et se dirigea vers sa table, les mains fourrées dans ses poches. « Salut », dit-il en tirant la chaise en face d'elle. « J'attends depuis 14 ans de connaître ma sœur. » Un mois plus tard, l'arôme de poulet au romarin embaumait l'appartement de Sophie alors qu'elle arrangeait le centre de table de fleurs sauvages fraîches sur sa table à manger en chêne. Par la fenêtre de la cuisine, la ligne d'horizon de Paris scintillait contre le ciel qui s'assombrissait. Elle vérifia sa montre. 10 minutes avant l'arrivée de tout le monde. Sophie lissa la nappe en lin, ses doigts s'attardant sur la bordure cousu main que sa grand-mère lui avait appris à faire pendant ses premiers mois solitaires après que ses parents l'eurent calculé hors de leur vie. Le souvenir ne la blessait plus aussi profondément qu'autrefois. La sonnette retentit, et Sophie se redressa, glissant une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. Grand-père Raymond se tenait dans le couloir, s'appuyant sur une canne en érable poli, son visage buriné se plissant en un sourire qui atteignait jusqu'à ses yeux. « La voilà, dit-il, la voix rauque par l'âge mais chaude de fierté. La plus intelligente des Girard qui ait jamais vécu. » Sophie l'enlaça, respirant l'odeur familière d'eau de Cologne et de pastilles à la menthe. « La flatterie te vaudra un dessert supplémentaire, vieux filou. »« Alors je continuerai, » gloussa-t-il en entrant avec des mouvements prudents. Sa grand-mère suivit, portant un plat en céramique recouvert de papier d'aluminium. « Gratin de patates douces, » annonça-t-elle, « celui avec les noix de pécan que tu piquais directement dans le plat quand tu pensais que je ne regardais pas, je ne t'ai jamais trompé une seule seconde, n'est-ce pas ?» Sophie prit le plat, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Pas une seule fois. Sa grand-mère lui tapota la joue. « Tu as toujours été terrible pour être discrète. » Tante Danielle arriva ensuite, ses cheveux parsemés d'argent tordus en un chignon élégant. Elle tendit à Sophie une bouteille de vin et lui serra la main. « L'appartement est magnifique. » Qui aurait cru que la directrice régionale des opérations avait un tel flair pour la décoration intérieure ? J'ai eu un bon professeur, répondit Sophie en hochant la tête vers sa grand-mère. La sonnette retentit à nouveau. Le cœur de Sophie s'accéléra alors qu'elle ouvrait la porte pour trouver Clément debout là, les mains dans les poches, ressemblant tellement à leur mère que pendant une fraction de seconde, le temps sembla se replier sur lui-même. « Salut sœurette », dit-il, le coin de sa bouche se soulevant en ce sourire en coin qu'il partageait d'une manière ou d'une autre malgré des pères différents. Derrière lui se tenait Léa, serrant un petit sac cadeau, ses yeux parcourant nerveusement l'appartement. « J'ai apporté quelque chose, » dit-elle en tendant le sac. « Ce n'est rien d'extraordinaire. » Sophie l'accepta des 2 mains. « Merci d'être venu. » Les jumeaux entrèrent, et Sophie ferma la porte sur le monde qu'il avait autrefois repoussé. Le dîner se déroula par vagues de conversation et de rires. Sophie regarda Clément décrire ses cours d'ingénierie avec des mains animées tandis que grand-père Raymond hochait la tête d'un air approbateur. Léa, initialement silencieuse, se joignit progressivement à la conversation, ses épaules se détendant au fil de la soirée.
Tu te souviens quand Sophie a construit cette cabane dans les arbres, demanda grand-père Raymond en pointant sa fourchette vers Daniel. Elle a utilisé mes outils électriques sans permission. Elle a tenu 3 étés, protesta Sophie. Jusqu'à ce que cet orage renverse la moitié de l'arbre, ajouta sa grand-mère. Tu as pleuré pendant des jours. Pas du tout, rit Sophie, bien que ce fût le cas. Après que les assiettes furent débarrassées et le café servi, Sophie récupéra une enveloppe de son tiroir de bureau. Elle la plaça devant tante Daniel. « Qu'est-ce que c'est » demanda Daniel, ses doigts hésitants sur le bord scellé. « Ouvre-la » insista Sophie en se perchant sur la coudoir du canapé. Daniel glissa son doigt sous le rabat et sortit la confirmation de réservation. Ses yeux s'écarquillèrent. Un séjour aux gorges du Verdon, pendant 4 jours. Sophie, c'est trop. C'est exactement pourquoi tu le mérites, répondit Sophie, sa voix ferme malgré la boule qui se formait dans sa gorge. Tu as été là quand tu n'avais pas à l'être. Daniel attrapa la main de Sophie, ses yeux brillants. Tu n'as jamais eu besoin de gagner mon amour, ma chérie. La conversation tourna autour de Mélanie et Bruno, leur nom prononcé sans la pointe acérée de douleur qu'ils portaient autrefois. Ils ont encore appelé, dit Clément en fixant sa tasse de café. M'ont demandé si je te parlerais pour aider avec les frais de scolarité de Léa. Qu'est-ce que tu leur as dit, demanda Sophie, observant attentivement le visage de sa demi-sœur. Que je gagne ma vie pour payer mes études, répondit Léa en rencontrant le regard de Sophie. Tout comme toi. Grand-père Raymond leva sa tasse de café. À la famille qui choisit de rester. 6 tasses trinquèrent ensemble, le son résonnant clairement dans la lumière chaude du foyer choisi par Sophie. Plus tard, debout sur son balcon, Sophie sentit Daniel la rejoindre, leurs épaules se touchant légèrement alors qu'elle contemplait la ville. Tu as bien fait, ma grande, dit doucement Daniel. Tu as construit quelque chose de beau à partir de morceaux cassés. Le téléphone de Sophie vibra avec un SMS de Clément, merci de nous laisser faire partie de ta vie. Elle sourit en tapant en réponse, la famille, ce n'est pas une question d'obligation. C'est une question de choix.